par le bureau de la Commission des finances, et notamment qui est resté quand même un tout petit peu interpellé sur la façon dont les choses ont été conduites à la fois dans le cadre du PLF 2015 et surtout au fur et à mesure des auditions, on le découvre dans la mise en application des prélèvements qui se font aujourd'hui sur les chambres. Donc, dans ce cadre très précis, on tient à vous écouter à la fois sur ce qui vous a conduit à cibler les CCI, sur quel motif. Vous nous épargnerez de nous dire que la situation budgétaire de la France exige que tout soit mobilisé, on est au courant. Donc, certes, mais nous sommes au courant, mais sinon, en dehors de ça, parmi les différents éléments qui auraient pu être ciblés, on peut vous citer moult sources, notamment que l'on étudie dans le cadre des rapports produits par la MEC, donc, et qui n'avaient pas repéré spécifiquement cette cible-là. Donc, on le verra, et puis surtout dans la méthode, dans la façon dont vous envisagez d'appliquer notamment le fameux prélèvement de 500 millions d'euros. Voilà. Alors, je ne sais pas lequel des... Monsieur Alix, peut-être? Merci beaucoup. C'est ça? Oui, je vais peut-être commencer, si vous le voulez bien, par des présentations, vous dire qui l'on est, sur quelle fonction on travaille et dans quel cadre on a été amené à travailler sur ce sujet précis des chambres de commerce et d'industrie et des chambres de métiers et d'artisanat. Puisque je précise tout de suite, je comprends que le champ de la MEC concerne les 3 réseaux consulaires et que pour ma part, ainsi que pour les collègues de la direction du budget qui m'accompagnent, nous ne sommes pas directement compétents sur les questions des chambres d'agriculture. Aussi, sur ce sujet-là, on ne sera pas en mesure de répondre à vos questions, même s'il y a évidemment d'autres personnes du ministère des Finances, et on avait indiqué les coordonnées qui sont compétents. Donc moi, je suis, pour ma part, conseiller budgétaire au sein du cabinet de Christian Eckert depuis le mois de mai 2014. Je travaillais précédemment à la direction du budget, même si je n'ai pas eu l'occasion de traiter précédemment ces différents sujets. Donc j'ai suivi depuis le mois de mai 2014 les questions notamment relatives aux chambres de commerce et d'industrie. Peut-être pour vous préciser simplement le périmètre sur lequel je travaille, donc au sein de la composante budgétaire du cabinet du secrétaire d'État chargé du budget. Je m'occupe notamment des budgets de la sphère Bercy, c'est-à-dire la sphère économie-industrie, sous responsabilité d'Emmanuel Macron. Le reste de la sphère Bercy, c'est-à-dire les crédits internes du ministère des Finances, ainsi que des crédits qui relèvent du ministère de l'écologie, donc les thématiques environnement, transport et énergie, et les questions d'enseignement supérieur et de recherche au ministère en charge de ces questions-là. Donc évidemment, la question des chambres de commerce et d'industrie et des chambres de métiers et d'artisanat a fait partie des sujets sur lesquels j'ai eu l'occasion de travailler assez directement. Peut-être je vous laisse vous présenter également et dire ce que sont vos fonctions. Et puis Nous, on a déjà vos fiches, si je puis me permettre, et on sait à peu près le champ de votre périmètre. Et ça serait bien qu'on rentre dans le sujet, parce qu'on n'a quand même pas tant de temps que ça et beaucoup de questions. D'accord. Je voulais simplement préciser également, à titre liminaire, le positionnement du ministère des Finances sur cette question des CCI comme sur l'ensemble des questions budgétaires. Le rôle du ministère des Finances, c'est d'être le coordonnateur et la cheville ouvrière de la préparation des textes et notamment de la préparation des arbitrages rendus par le Premier ministre sur ces questions-là. Et donc, sur les questions qui touchent directement à la politique publique en elle-même, c'est évidemment le ministère de l'économie, mais je crois que vous auditionnerez également ses représentants, ça a été fait, et je crois que ça sera fait encore cet après-midi, qui est évidemment le mieux en mesure de vous répondre à la fois sur les questions de la politique publique en elle-même, et y compris sur les aspects budgétaires qui concernent les chambres de commerce et d'industrie, puisque évidemment, c'est bien la politique dans son ensemble qui relève avant tout de la compétence du ministère de l'économie. Néanmoins, compte tenu des enjeux financiers, effectivement, le ministère des Finances a été directement impliqué dans la préparation des arbitrages, et donc c'est de ça, je pense, qu'on va pouvoir parler. Vous voulez peut-être que je réponde directement à certaines des questions que vous avez soulevées? D'accord, alors je vais prendre le questionnaire dans l'ordre. Je vous précise simplement, donc, sur le questionnaire, il y a un certain nombre de demandes de données qui nous ont été communiquées.
Il y a eu une réponse de fait de manière coordonnée avec le ministère de l'économie qui vous a été transmise, je crois. Donc sur tout ce qui concerne les données, je considère qu'une réponse a été apportée. Si ces données sont selon vous insuffisantes ou méritent d'être précisées, on peut soit essayer de répondre là, soit apporter des réponses écrites. Mais je pense qu'il y a en fait dans votre questionnaire des questions vraiment qui appellent des informations concrètes, objectives on va dire, et puis des questions qui sont plus d'ordre de la discussion, en opportunité. Et donc si vous voulez bien, on va peut-être cibler plus précisément ces différentes questions-là. Donc sur la situation financière globale des CCI, sans revenir sur les chiffres, évidemment c'est l'augmentation importante des ressources des CCI au cours de la décennie écoulée, plus spécifiquement de la décennie 2002 à 2012, qui a amené le gouvernement à proposer des mesures concernant les CCI, puisque je le rappelle, ça a déjà été dit au cours des débats parlementaires, que l'ensemble de ces ressources ont augmenté de l'ordre de 20% en euros constants entre 2002 et 2012, ce qui est très important, y compris par comparaison avec d'autres organismes publics. Et donc c'est, je dirais, là qu'on a, je pense, le point de départ des motifs des mesures qui ont été proposées par le gouvernement dans le cadre du PLF 2015 sur les chambres de commerce et l'industrie. Évidemment, on se rajoute à ça, et même si ça a déjà été cité par le président, la situation globale des finances publiques et la demande de contribution de l'ensemble des acteurs, et pas seulement les acteurs qu'on identifie, on va dire, le plus automatiquement, qui sont les ministères et les crédits qui relèvent directement d'eux, puisque c'est bien l'ensemble des opérateurs et l'ensemble des organismes publics qui font la dépense publique. Les CCI et les CMA sont une composante du champ de la dépense publique. Et donc c'est, je dirais, le fait que, d'une part, on ait eu une augmentation très significative des recettes, et d'autre part, le fait que ces organismes n'avaient peut-être pas été particulièrement ciblés par des mesures au cours de la décennie dont on a parlé, qui a amené le gouvernement à proposer des mesures dans ce cadre-là. Ces propositions de mesures, elles se sont notamment appuyées sur un rapport qui avait été commandité dans le cadre de la modernisation de l'action publique aux différents services d'inspection compétents. On cite souvent l'IGF qui a participé à ce rapport. Je rappelle simplement que le Conseil général de l'économie et l'Inspection générale des affaires sociales ont également été associés à ce travail, qui a également bénéficié de la contribution de représentants du réseau, même si on parle bien d'un rapport écrit par les services d'inspection et non pas coécrit par les représentants du réseau. Donc voilà comment le gouvernement a été amené à faire ces propositions. Encore une fois, j'ai eu l'occasion de suivre les débats à partir du mois de mai, à un moment où le rapport était déjà finalisé, où un certain nombre de rendus intermédiaires avaient été produits, et où il y avait, à ce moment-là en tout cas, un avis, un constat partagé de manière commune par le ministère de l'économie et par le ministère des Finances sur l'opportunité de proposer des mesures d'économie ou de prélèvement significatif dans le cadre du PLF 2015. Donc moi, je n'ai pas connu un débat important sur l'opportunité d'effectuer des mesures. Il y a évidemment eu un débat sur le quantum des mesures qui s'est d'ailleurs poursuivi dans le cadre de l'examen du PLF. Voilà donc sur la question de la situation financière d'ensemble. Sur le détail des dépenses de fonctionnement, que ce soit par nature ou par politique publique, je pense que là, des éléments ont été apportés. Moi, je n'ai pas forcément davantage à dire que ce qui a été écrit, sauf si, évidemment, vous avez des demandes de précision. Madame Vautrin, avant, je peux faire une petite remarque. Il y a quelque chose qui m'intéresserait de savoir. Je ne cherche pas à vous coller, mais si vous pouvez apporter la réponse par écrit ultérieurement, ça m'intéresse. J'ai fait partie d'un groupe de travail qui a mis en place qui a contrôlé la mise en place de la réforme de la taxe professionnelle. Dans ce cadre-là, il a été assez vite diagnostiqué qu'il y avait un petit bug sur la TFC, hein, c'est ça, et qu'il fallait la corriger parce qu'il y avait une diminution. Et on s'appuyait là-dessus sur des travaux venant de vos services. Alors, je ne sais pas si, quand je dis vos services, on se comprend. C'est, on va dire, de Bercy au sens général. Vous m'excuserez de savoir si ça venait directement ça venait du cabinet de Christine Lagarde, mais c'était à l'époque, mais c'était... donc, je ne sais pas qui a travaillé précisément sur la question. Et après, ça a amené une correction. Et mon sentiment est que cette correction a amené un prélèvement assez fort au niveau des entreprises, qui après s'est traduit par une envolée des recettes.
envolée des recettes qui a été conduite donc sur vos recommandations. Et donc, après, 2 ans plus tard, et y compris sous l'ancienne mandature, hein, on commence à prélever. Parce que le prélèvement, il ne date pas du mois dernier. Bon, du dernier PLF. On commence à prélever au motif qu'il y a trop de recettes. Sauf que ça a été commandité à l'origine par des réflexions qui viennent, à mon avis, de mémoire, mais c'est ça qu'il faudrait essayer de regarder. Alors, ce n'est pas une accusation, mais c'est intéressant sur le plan de la politique publique. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que s'il y a un mauvais calibrage, parce que les contributeurs ont toujours été les mêmes, c'est les entreprises. S'il y a eu un mauvais calibrage qui a été fait, ce qui peut arriver, il n'y a pas de drame là-dessus, le fait qu'après ce soit directement prélevé pose quand même un petit problème, à la fois pour le Parlement, qui en dernier ressort de toute façon porte la responsabilité de tout ce qui a été écrit dans la loi, mais sur la nature aussi des conseils et des évaluations dans vos propres services, une sorte d'évaluation interne. Vous voyez ce que je vous demande. Mais je pense que ça sera intéressant. Il y a un petit encadré à faire dans notre rapport sur une petite rétrospective, parce que ça ne fait pas si longtemps que ça, donc vous devez pouvoir avoir rapidement la mémoire de ce que je suis en train de dire. Je dis peut-être une bêtise, mais je ne crois pas. Et de rétropoler, de réécrire un peu l'histoire à l'aune de cet éclairage. Voilà, c'est juste ça. Avec votre autorisation, Monsieur le Président, dans le même sens, parce que, en fait, moi, la question que je voulais vous poser, c'était précisément quelles mesures d'études d'impact et d'évaluation ont été faites par les services, parce qu'on voit bien qu'il y a 2 sujets, en fait. Il y a d'un côté le sujet du prélèvement des sommes et il y a de l'autre côté la baisse de la TFC. Et quand on discute dans nos auditions avec les différents acteurs, on sent bien que finalement c'est l'accumulation des 2 mesures qui pose problème, presque plus que le fait qu'à un moment, vous ayez fait le choix de prélever. Et donc là-dessus, moi, j'aimerais connaître quels sont les éléments qui ont conduit le gouvernement à faire ces choix, quelles études d'impact ont été mises en place. Et tout à l'heure, vous disiez, il n'y a pas vraiment eu de débat quand je suis arrivée sur l'opportunité, on était plus sur le quantum. Est-ce que, par exemple, dans ces études d'impact, vous avez mesuré très concrètement ce que ça allait faire comme investissement qui ne serait pas réalisé? Pour être tout à fait claire et transparente avec vous, on a demandé au CCI de nous transmettre le volet et une étude précise de ce qui ne s'est pas réalisé. Mais ce qui nous intéresse de savoir, c'est au vu de quels éléments est-ce que vous l'avez fait? Pour aller un cran plus loin, si vous voulez, on ne peut pas d'un côté, la main sur le cœur, se dire aujourd'hui, le bâtiment, les travaux publics vont pas bien, et de l'autre côté, avoir des gens qui nous disent, ah ben nous, on a stoppé tel et tel chantier parce qu'aujourd'hui, on n'a plus les moyens de les financer. Donc, là encore, en termes de politique publique et de prospective, il est intéressant qu'on puisse mesurer si au moment où ces choix sont faits, on mesure bien l'impact que ça peut avoir sur la vie économique du pays. Peut-être pour répondre d'abord à la question du président Carré, sur les éléments précis de ce qui s'est passé en 2010, notamment au moment de la réforme. Voilà. Moi, je n'ai pas les éléments là pour vous dire d'une part ce qui a été l'historique, mais je pense qu'il y a 2 éléments importants pour apporter la réponse à votre question. C'est quel a été l'historique des décisions et des constats faits par les services à l'époque que vous ciblez, d'une part, et d'autre part, de disposer du détail de cette augmentation de 20% entre 2002 et 2012 des recettes. On est d'accord, hein, je n'ai pas parlé du tout de 2002-2012. Oui, mais... J'ai parlé... Non, j'insiste là-dessus. J'ai parlé de la réforme de l'ATP. La réforme de l'ATP, elle a été, vous savez, les conditions dans lesquelles elle a été mise en place, et il y a un certain nombre de points à la marge qui ont été traités presque sur les bancs, à coup d'amendement, un peu de dernière minute, à la fois en accord entre le gouvernement et puis les quelques collègues qui s'étaient spécialisés sur la question. Donc, comme ça se fait dans le cadre de réformes aussi lourdes que celle quand même qui a été engagée à l'époque. Et c'est là qu'on s'est aperçu qu'il y avait un manque à gagner. On a été assez vite alerté de mémoire par les réseaux consulaires pour diagnostiquer que tel que c'était écrit, il y avait un manque à gagner important qui allait leur obérer une partie des recettes. Ce qui d'ailleurs, de mémoire, s'est produit dans la première année de transition. Et puis après, ça a été corrigé, notamment à la demande dans un travail conjoint entre les réseaux consulaires et puis vos services, pour être représentés dans la loi de finances, je ne sais plus si c'était un PLFR ou un PLF, peu importe, mais pour être réécrit dans la loi de finances. Et là, par contre, on a vu une accélération
de l'effet que vous évoquez. C'est-à-dire non seulement une progression qui, elle, est parallèle à l'évolution de la valeur ajoutée, mais une accélération qui était bien due à l'évolution du taux et du calcul de la base. Et donc, je me demande si ce n'est pas un effet forfaitaire dedans qui avait été induit. Mais j'ai des trucs en tête, mais là, c'est vraiment de mémoire. Donc beaucoup d'indulgence sur ce que je suis en train de dire. Mais donc je vous en accorde aussi, c'est-à-dire je n'ai pas besoin d'avoir la réponse tout de suite, mais par contre, ça m'intéresse que vous fassiez un peu d'introspection, d'archéologie à l'intérieur de vos services. Là encore, je ne sais pas précisément lesquels, mais pour voir comment est-ce que cette décision a été construite, reprendre pour nous, pour moi c'est un exemple d'école, hein, pour reprendre nous les arguments qui ont été employés par les uns et par les autres de bonne foi, et après voir que ça a immédiatement eu un impact qui, alors lui, a dû être à mon avis sous-estimé, et à partir de là, derrière, une correction. Qui amène d'ailleurs au fait qu'il y a un prélèvement seulement 2 ans plus tard, ce qui est quand même très très court. Et puis après, et c'est la question de Madame Vautrin, le choix entre le fait de dire on fait un prélèvement plus une baisse de taux, du point de vue des entreprises, peut-être qu'elles auraient préféré une diminution non pas de 17%, mais de 30% par exemple du taux, sachant que le gouvernement à ce moment-là aurait pu arguer de dire de toute façon elles ont des réserves, on ne touche pas aux réserves ou de façon épisodique, et par contre on laisse l'argent pour les entreprises parce qu'elles en ont besoin en ce moment. Voilà, c'est juste ça. Pour compléter, on a parlé d'archéologie, donc on regarde en arrière pour bien comprendre. Et qu'est-ce qui est prévu voilà. Comme ça, on aura fait le tour de la question. Je répondrai également. Donc, on va vous apporter les éléments en lien avec les différents services et de manière coordonnée avec nos collègues en complément des réponses apportées sur les autres sujets, sur cette question particulière, parce que je n'ai pas les éléments là pour vous répondre. Sur la question des modalités de mise en œuvre des mesures et donc de la coexistence d'un prélèvement sur le fonds de roulement des chambres et d'une mesure de réduction de taxes affectées aux chambres de commerce et d'industrie. La raison pour laquelle le gouvernement a été amené à proposer la coexistence de ces 2 mesures, c'est pour répondre à une situation qui était d'une part l'accumulation d'un fonds de roulement important, et donc ça c'est le prélèvement qui est la manière proposée par le gouvernement de répondre à cette question-là, et d'autre part eh bien, la nécessité de limiter pour l'avenir le différentiel entre les ressources et les dépenses. Ça, c'est ce qui justifie une partie de la diminution de taxes affectées au CCI, ainsi que la nécessité d'une contribution globale sur les dépenses et l'organisation générale du réseau consulaire dans le cadre de l'ensemble des efforts demandés à l'ensemble des organismes publics. Mais il y avait à la fois accumulation du fonds de roulement, ce qui a amené à la proposition d'un prélèvement au profit du budget général de l'État, et puis la nécessité de ne pas recréer cette situation à l'avenir, donc justification d'un abattement sur le plafond de taxes pour éviter ce différentiel, et puis on va dire un abattement supplémentaire pour pousser à la réalisation d'économies de la part des chambres de commerce et d'industrie. C'est l'ensemble de ces motifs qui a conduit, on va dire, à la double mesure prélèvement et baisse de plafond de taxes. Non, pardonnez-moi monsieur, on comprend bien la réponse que vous nous faites là, c'est le commentaire de la situation. Ce que nous cherchons à comprendre, c'est ce qui a motivé, quelles sont les études d'impact qui vous ont permis de le faire, comme vient de le redire le président Carré. Par exemple, pourquoi est-ce que vous n'avez pas fait le choix de baisser plus le montant de la taxe pour aider les entreprises qui auraient à terme abouti au même résultat? Donc ce que nous cherchons à comprendre, c'est pourquoi ces mesures posées l'une à côté de l'autre comme cela, d'une part, et d'autre part, nous cherchons à connaître les évaluations que vous avez faites au moment où vous l'avez fait pour mesurer les conséquences sur l'économie. Je vais répondre sur le quantum et l'évaluation. Je disais simplement que dès lors qu'il y avait un problème complexe, ça apportait des solutions qui ne pouvaient pas prendre la forme uniquement d'une baisse de plafond, puisqu'on avait un fonds de roulement accumulé, l'idée d'une baisse progressive ne répondait pas directement à cette situation. Et donc c'est pour ça qu'il y a eu 2 composantes de la réponse apportée. Ça veut dire que vous
la tutelle de... je parle global, hein, en global, Bercy. Vous êtes la tutelle du réseau. Vous portez donc un jugement sur la façon dont elles ont géré, en apportant une appréciation sur le fait que, du jour au lendemain, vous appréciez qu'elles ont accumulé trop de trésorerie. Ce que vous dites là sur le fonds de roulement. Qu'est-ce qui vous permet de le dire ? Quelle analyse vous faites de chacun des projets économiques qui fait qu'aujourd'hui, un certain nombre d'entre elles sont même à la limite de la cessation de paiement ? J'ai répondu sur une situation globale d'évolution à la fois des recettes et des niveaux de fonds de roulement. Pour répondre, parce que c'était également la question de l'évaluation et des analyses dont dispose le gouvernement, je l'ai dit tout à l'heure, il y a un rapport important qui a été réalisé par l'ensemble des services d'inspection compétents, qui porte directement sur ces questions-là, de quelle a été l'évolution des recettes et quelle a été l'évolution des fonds de roulement, quel est derrière ce niveau global de fonds de roulement les projets et l'ensemble des projets qui sont prévus. Et c'est sur la base de ce constat global que le fonds de roulement était particulièrement important et que les recettes étaient dynamiques au cours des dernières années, que les orientations ont été prises. Ensuite, si vous m'interrogez sur la déclinaison par chambre des mesures et la nécessité de ne pas remettre en cause un certain nombre de projets, là, je dirais, on est sur une autre question qui est comment décliner finement les mesures. Mais sur le principe général des mesures et sur leur dimensionnement général, nous nous sommes appuyés sur les travaux qui sont dans le rapport que nous avons communiqué de la part des inspections. Moi, je ne suis sans doute pas le mieux placé pour dire quelle doit être la déclinaison. Ça relève d'une discussion. Je pense que la manière idéale de réaliser cette répartition, elle relève d'une discussion avec l'ensemble des ministères concernés et avec le réseau des chambres de commerce. Alors, si j'ai bien compris, il n'y a pas de discussion. Donc, si vous voulez, comme ça, c'est rapide. Hein. Les prélèvements commencent à avoir lieu. Et c'est peut-être que je n'ai pas bien compris ce qui a été dit, mais... Hein, je vais apporter... Je crois que les rapporteurs ont entendu la même chose. Et visiblement, les annonces sont déjà faites et les prélèvements sont en train de partir. Je pense je me suis mal exprimé probablement. Ce que j'ai voulu dire, c'est que la manière dont a été établi le prélèvement dans son quantum global et dans son principe, c'est sur la base des travaux qui ont été réalisés dans le cadre d'une mission, format MAP, qui a notamment intégré un certain nombre de représentants des réseaux consulaires dans ces travaux. Et donc c'est sur la base de ce rapport c'est sur la base notamment de ce rapport que le gouvernement a choisi de réaliser un prélèvement et de proposer des baisses de taxes. Ensuite, s'est posée la question de la répartition de l'ensemble de ces efforts au sein du réseau. Évidemment, mais là je ne suis pas mieux placé pour vous dire, mes collègues du ministère de l'économie vous le diront, la première démarche qui a été celle du ministre de l'économie, ça a été d'entamer la discussion avec les représentants des réseaux consulaires et les membres des réseaux consulaires directement sur les modalités de répartition, notamment du prélèvement de 500 millions d'euros qui était celui qui posait le plus de questions. Ce dialogue ne s'est de fait pas poursuivi parce que le choix a été fait, et ça peut se comprendre de la part des représentants du réseau consulaire, de ne pas avoir cette discussion dès lors qu'ils contestaient le quantum global de l'économie. Mais donc c'est ce qui a amené finalement le gouvernement à proposer de lui-même les méthodes de répartition qui ont été proposées en PLF pour ce prélèvement. Et ensuite, il y a eu le débat, mais là que vous connaissez parfaitement, sur la manière de réaliser ce prélèvement au mieux possible. Mais que finalement, la répartition ne soit pas, on va dire, la plus parfaite et ne soit pas le produit de l'intelligence collective la plus aboutie, notamment pour éviter qu'un certain nombre de projets d'investissement soient remis en cause, je dirais que je pense qu'effectivement une discussion plus approfondie et plus partagée aurait permis de lever un certain nombre de critiques sur ce plan. Et je précise simplement, et pour terminer sur ce point-là, que dans les ajustements qui ont été apportés sur les modalités de répartition du prélèvement au cours du débat parlementaire, il y a notamment des mesures d'allègement qui ont porté sur la question des investissements, sur une thématique bien précise qui est celle de l'apprentissage, qui correspond, comme vous le savez, à une priorité forte du gouvernement.
Merci. Bon, je veux pour partie accréditer ce que vous dites, parce que pour suivre régulièrement les travaux du secrétariat général à la modernisation de l'action publique, je sais qu'il y a le travail de ceux qui ont écrit ce rapport est un travail sérieux. Mais je voudrais souligner que vous puissiez aussi faire remonter que malheureusement, les questions que nous sommes en train de poser, c'est la suspicion puisque ce rapport n'a pas été publié. Donc finalement, les uns ou les autres, nous en connaissons quelques pans, simplement parce que les chambres consulaires qui ont effectivement participé à l'écriture et à la réflexion sur ce rapport ont pu nous renvoyer des éléments, évidemment les éléments qui ne les arrangeaient pas. On n'est pas dupes, bien entendu. Mais peut-être que plus de transparence sur les rapports de l'État aiderait les parlementaires peut-être aussi à prendre de bonnes décisions. Donc je voulais vous dire ça dans un premier temps. Dans un deuxième temps, là mes collègues insistent beaucoup sur la taxe. Mon expérience personnelle me laisse croire qu'ils ont été plus traumatisés par la taxe que par le prélèvement de 500 millions. Donc c'est la raison pour laquelle pardon. Ouais. Parce que moi, on m'a dit, 500 millions, c'est vraiment pas un problème. Enfin, en tout cas, non, c'est pas grave. Mais bon, c'est la raison pour laquelle, pour la prochaine loi de finances, je pense que ce serait intéressant qu'on y voit un petit peu plus clair, parce que, évidemment, la taxe, c'est une recette qui va être récurrente, donc il convient de bien l'ajuster. Et je voudrais savoir s'il y a eu des études de fait sur le ressenti des entreprises. Parce que, finalement, en défendant une taxe allégée pour les chambres, nous nous sommes portés... Nous avons été aux côtés des chambres en disant elles ont beaucoup à défendre pour la formation, pour toutes les missions qu'on leur confie. Et on a été peut-être moins attentifs aux entreprises, puisqu'en fait, ce qu'on a voulu, c'était, dans cette affaire, plutôt privilégier les entreprises. Est-ce que cette année, dans les travaux qui sont faits actuellement au ministère, on choisit plutôt de préserver l'entreprise, ou est-ce qu'on compte plutôt préserver la trésorerie des chambres? Je ne sais pas si je suis très claire. Je vais apporter les éléments de réponse et puis ensuite on pourra compléter. Mais sur la question de l'avenir, parce que c'est sur ces questions-là que portent vos questions, ce que moi je suis en mesure de vous dire, mais ça a déjà été indiqué par le ministre compétent Emmanuel Macron et par la secrétaire d'État Carole Delga, c'est que sur la question des taxes affectées et des plafonds de taxes affectées, le gouvernement, dans le cadre de la préparation du budget triennal 2015-2017, a déterminé une trajectoire de référence d'évolution de ces plafonds de taxes affectées. Pour l'année 2015, la référence qui avait été donnée, c'est celle du PLF, et c'est celle qui finalement a été votée et donc inscrite à la LFI 2015, et c'est, pour parler en baisse par rapport au montant du plafond de l'année 2014, une baisse de 213 millions d'euros pour les chambres de commerce et d'industrie. La trajectoire de référence retenue par le gouvernement, même si évidemment elle fera l'objet de discussions dans le cadre de la préparation du PLF puis de l'examen du PLF au Parlement, c'est une poursuite de cette trajectoire. Et si je raisonne par rapport à nouveau à l'année 2014, avec des montants de 330 millions d'euros en 2016 et 448 millions d'euros en 2017. Ce que je vous indique là, ça correspond à ce qui a déjà été indiqué par Emmanuel Macron au réseau des chambres de commerce et d'industrie. C'est encore une fois une trajectoire qui est notamment basée sur les travaux que j'indiquais tout à l'heure et qui prend en compte, je dirais, l'effet de base de ce qui a été prévu en 2015, et notamment le fait que l'on remettait le niveau, on va dire, des recettes à peu près au proche des dépenses pour ne pas reconstituer du fonds de roulement. Et puis c'est la poursuite d'efforts sur les dépenses on va dire, plus générales des chambres de commerce et d'industrie. Et c'est enfin, parce que ça c'est un élément assez important du rapport dont on n'a pas parlé, c'est l'extinction des financements d'activités marchandes par des financements issus de taxes affectées, qui était un des points relevés par le rapport. Donc ça c'est une trajectoire de référence, comme je vous le disais. Ensuite, elle n'a pas été
présentée dans un texte de loi de finances, elle n'a pas été a fortiori votée, et donc elle fera l'objet évidemment de discussion. Ensuite, sur la question de la méthode et des échanges avec les entreprises. Moi, je ne suis pas en mesure de porter un jugement sur est-ce que c'est le prélèvement ou la taxe qui a été la plus douloureuse pour les CCI. Probablement d'ailleurs que ça dépend des chambres, donc je ne sais pas. En tous les cas, la baisse de taxes affectées, contrairement au prélèvement, elle fait l'objet d'une restitution aux entreprises, puisque ce qui n'est pas payé par les entreprises reste dans leur poche. Il n'y a pas de système d'écrêtement au profit de l'État comme ça peut exister sur un certain nombre d'autres plafonnements. Donc ça, c'est un élément, je pense, quand même important. Sur les recensements d'avis d'entreprise, moi, en n'étant pas directement en première ligne sur ces questions-là, je vous invite à interroger le ministère de l'Économie sur les travaux qui ont été menés avec les représentants d'entreprises. J'ai pas pour ma part les éléments pour répondre directement sur ce point. Oui, moi je voudrais deux réactions. La première, c'est que quand même les 500 millions de fonds de roulement, ça va à l'État, ça ne va pas aux entreprises. Et elles ont payé, il faut quand même le souligner de façon majeure, parce que les entreprises n'en voient pas la couleur. Donc c'est un prélèvement qui a été effectué sur les Certains évoquent même que c'est un impôt sur les entreprises. Complètement, c'est un impôt sur les Certains entreprises. calculs les remettent dans la fiscalité sur les entreprises. Et financé, en fait, qui a pour objectif d'accompagner la vie économique locale et qui, là, passe dans le trou béant des finances publiques de l'État. Il faut quand même appeler un chat un chat. Ça, c'est pour la partie prélèvement sur le fonds de roulement. Sur la deuxième partie, c'est-à-dire cette fameuse taxe, ma collègue faisait allusion au fameux rapport que tout le monde brandit, mais que personne ne nous donne jamais, donc c'est très compliqué. Vous l'avez reçu? Ah, très bonne nouvelle. Ah, très bonne nouvelle. Alors là, je vois votre sourire et je comprends. Oui, on l'avait pas, mais il n'était pas là pour la loi de finances, mais c'est pas grave. Bon, on va donc le lire avec beaucoup d'intérêt parce que derrière cela, moi, la question qui m'interpelle, j'entends bien la trajectoire. Vous nous dites que la trajectoire a été annoncée aux chambres et ça, on le sait aussi. Mais entre les annonces et la réalité, est-ce qu'il est prévu d'avoir des mesures d'évaluation de l'impact de ce qui a déjà été fait? En d'autres termes, vous êtes déjà évidemment dans la préparation peut-être d'un PLFR et en tout cas dans des PLF à venir. Concrètement, est-ce que vous avez mesuré ou avez-vous instruction de mesurer l'impact de ce qui a déjà été fait? Puisque nous, on nous dit qu'il y a 2-3 chambres qui seraient en état de pseudo-cessation de paiement. Donc voilà, en fin d'année 2015, selon les projections qui ont été faites. Donc ça nous intéresse, comme vous pouvez l'imaginer, de savoir si l'État regarde cela, le mesure et si oui, comment. Alors, sur la question, est-ce que l'État, est-ce que le gouvernement prévoit de disposer d'un retour d'expérience pour se positionner sur la suite? Je dirais bien évidemment, et d'ailleurs, je n'ai plus les références exactes en tête, mais il me semble-t-il, il y a dans la loi de finances initiale 2015, une demande de rapport qui a été demandée par le Parlement, je crois, à la fin du premier semestre, justement sur cette question-là. Donc ça fait évidemment partie du champ de ce qui sera produit pour le rapport. Après, encore une fois, je ne suis pas le mieux placé pour vous donner la déclinaison du travail, mais en tout cas sur l'intention du gouvernement, évidemment que c'est dans l'intérêt de tous et du gouvernement d'avoir un retour d'expérience sur ce qui s'est passé et sur les conséquences, notamment sur les investissements, notamment sur la situation financière des chambres de commerce et sur aussi, parce que c'est dans le paysage, les évolutions d'organisation, de restructuration qui vont se dérouler en parallèle de ces évolutions financières. Donc oui, c'est prévu pour les modalités précises, soit on apportera des réponses complémentaires, soit mes collègues du ministère de l'Économie seront en mesure de répondre plus directement à cette question-là. Un petit mot là, parce que sur le rapport, moi j'étais l'auteur de cet amendement pour demander. Moi je veux simplement dire qu'on n'a pas besoin d'avoir un rapport de 100 pages. Hein. Je pense que c'est très important d'avoir juste un petit suivi du texte finalement voté pour qu'on comprenne bien et qu'on ait un point de vue
celui de l'État sur cet impact, parce que vous voyez bien que nous, on vient de recevoir CCI France, on nous donne des chiffres. C'est vraiment important de voir, premièrement, l'impact économique sur l'ensemble des entreprises, mais aussi l'impact sur le fonctionnement de telle ou telle chambre au regard des missions qui sont définies pour les chambres. Alors, ce que je pourrais craindre avec mes collègues, c'est que le fait qu'il y ait cette mission d'évaluation et de contrôle exonère un peu, plus ou moins, l'État de ce petit suivi. Donc, c'est important qu'on ait quelque chose de très léger. Non, parce que de plus en plus de parlementaires demandent des rapports sur un petit peu tout. Donc là, je pense qu'un petit retour d'expérience pour que nous ayons les éléments au moment du vote de la loi de finances, parce que je note que vous avez parlé de la trajectoire, mais on n'a pas plus d'éléments chiffrés sur ce qui est prévu en 2016, ou alors je n'ai pas très bien compris. Sur le fait que l'existence de la MEC exonérerait le gouvernement de réaliser un rapport, il y a un article de loi qui dit au gouvernement de faire un rapport pour le Parlement. Voilà, donc évidemment que les deux travaux existent et peut-être auront des interactions, mais en tout cas, le gouvernement est tenu de produire un rapport dans les délais sur cette question-là. Sur la question, pardon, de la suite, moi je vous ai indiqué ce que je suis en mesure d'indiquer, c'est-à-dire les arbitrages rendus dans le cadre du triennal, avec le souhait d'avoir de la visibilité pour les finances publiques et aussi pour les chambres de commerce qui sont donc la référence pour la discussion future. Ensuite, malheureusement, à la date du 4 mars 2016, on est encore en amont des discussions, y compris interne au gouvernement, sur la préparation du PLF 2016, a fortiori des débats parlementaires, et donc c'est au moment du débat d'orientation des finances publiques, puis du dépôt du PLF, que vraiment les chiffres pourront être précisés et être résulter des arbitrages. Oui. On a les mêmes ressorts au niveau des dépenses publiques, donc c'est peut-être pas moins la peine d'insister sur ce plan-là, mais sur le ressenti, comment vous ressentez les choses par rapport aux chambres des métiers? Est-ce que l'impact ou l'émotion a été aussi forte, et qu'est-ce qui se dessine? Est-ce que c'est la même chose? Dites-nous quelque chose. Alors le ressenti. Sur le ressenti global, moi je ne me sens pas forcément très bien placé pour l'exprimer, et ce qui relève en tout cas des grandes orientations, c'est les membres du gouvernement eux-mêmes qui pourront l'exprimer. Sur la situation d'ensemble des chambres de métiers et de l'artisanat, elles font également l'objet du rapport dont on a parlé, qui a également regardé la question de l'évolution du fonds de roulement. Je dirais qu'on a des différences dans l'analyse par rapport aux chambres de commerce et d'industrie, dans la mesure où le niveau global du fonds de roulement, par exemple, exprimé en jours de fonctionnement, est tout de même sensiblement inférieur en ce qui concerne les chambres de métiers, qu'on n'a pas ce différentiel qui s'exprime notamment dans le niveau du résultat chaque année du côté des chambres de métiers, où on a un résultat globalement équilibré, donc une situation différente qui a amené, et puis par ailleurs, plein de différences dans la structuration, la nature du réseau, voilà, et qui ont amené le gouvernement à ne pas proposer de prélèvement sur les fonds de roulement des chambres de métiers et de l'artisanat, et par ailleurs à prévoir une trajectoire de référence sur le plafond de taxes affectées stable, quasiment stable sur la période, puisque en tout cas dans la trajectoire de référence arbitrée par le Premier ministre, c'est une baisse simplement de 1 million d'euros qui était intégrée dans la trajectoire. Donc voilà un peu sur les chambres des métiers ce que je suis en mesure de vous dire par comparaison à ce qu'on a pu dire sur les chambres de commerce et d'industrie. Vous nous confirmez, ce n'est pas de mesures supplémentaires à venir sur les chambres des métiers? De la même manière que sur les CCI, je ne suis pas en mesure à ce stade d'en dire plus que ce qui est la trajectoire de référence. Mais je dirais, ni plus ni moins que sur les CCI, n'ont été pris à ce jour des arbitrages dans un sens ou dans un autre par rapport à cette trajectoire de référence.
Bien. Moi, ce que je retiens quand même, c'est que entre ce que vous dites et puis le rapport qu'on peut survoler assez rapidement, on est quand même sur des mesures très globales. Il n'y a aucune marge qui est faite sur l'appréciation projet par projet. Et il y a quand même une contradiction assez forte entre cette appréciation globale du niveau de prélèvement qu'il est possible de faire et qui, selon le rapport de l'IGF, ne déstabilise pas macroéconomiquement l'ensemble du système CCI. Et puis, d'un, ce qu'elles nous disent, et de deux, surtout, le fait que ce sont des entités dont il faut se demander quand même quel est le degré de tutelle que l'État a vis-à-vis d'elle. Certes, c'est une ressource affectée et décidée par, j'allais dire par l'État, c'est par le Parlement. On est d'accord. Donc, ce qui amène un droit de regard, et donc la tutelle est parfaitement justifiée, mais ce sont quand même des élus, ce sont quand même des personnes qui ont une certaine autonomie de gestion pour effectuer un certain nombre de politiques d'ordre public, mais avec cette difficulté d'appréciation que territoire par territoire, elles vont avoir des spécificités, hein, et donc des logiques très microéconomiques qui sont impossibles à apprécier de façon globale. Et c'est là, je pense, qu'il y a l'hiatus de fond entre une appréciation qui a été faite par Bercy, enfin par l'IGF, d'un point de vue très global et qui dit bon, bah, il y a ça comme somme. J'ai regardé, et donc ils déterminent des capacités d'autofinancement théoriques, ils effectuent un rapport, un solde théorique de ressources qui sont jugées comme étant excédentaires par rapport aux besoins, et donc à partir de là, ça dégage un solde. Sauf que c'est joué à Colin-Maillard, hein. Et la difficulté après, c'est que les dégâts, faut les réparer par rapport à des mesures qui paraissent être aveugles. Et ça correspond au ressenti, si je comprends bien, de ce que l'on a pu avoir de la part des opérateurs eux-mêmes. D'où la difficulté de faire apprécier cette mesure. Et c'est un peu aussi en filigrane ce que disait Madame Rabin, qui suit toutes ces étapes, qui suit minutieusement toutes ces étapes en essayant de faire le lien. Non, mais là où c'est utile, c'est que vous êtes appelé à faire le lien entre le terrain, si j'ose dire, et puis justement ces décisions un peu verticales. Voilà. Donc je pense qu'il y a un vrai sujet de gestion de politique publique. Merci beaucoup en tout cas.